RCF. J'espère que vous êtes en forme, car ce livre comme l'air est sportif. Nous avons rendez-vous dans un gymnase. Sous les filets, l'aventure. Jean-Pierre Brouillot marche sur sa cécité. Cet écrivain parcourt le monde et il en a fait le récit. Notre voyage commence dans le train. Sanmanda moto nanno arachi koto shasono nanto jito wen gya ki unnun shara shiura shisusa shisuri swacha senchi gya shirie somoko. Je suis nulle part. À Mozac, allez. Lorsque j'étais enfant, village d'agriculteurs, calme, au fin fond du bout du monde, il n'y avait pas de route, il y avait un chemin de terre. Certaines races comme les chardonnerets, les verdiers, les sereins-signy, des oiseaux sauvages magnifiques. Le serein-signy est l'ancêtre du canari. À trouver des désirs un peu plus personnels, parce que la Route des Indes c'était un mouvement un peu collectif. Vous roulez une cigarette, mais qui êtes-vous ? Juliette Durtet, je suis coordinatrice culturelle au SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Dordogne. Mozac a une particularité, est-ce que vous pouvez nous la raconter ? Alors je dirais peut-être pour le nouveau centre, là où se passe la rencontre cet après-midi, c'est un centre créé par Badinter dans les tout début des années 80 et qui a une infrastructure, une architecture vraiment à part, réalisée par deux architectes qui faisaient des centres de vacances avant, Club Med. Christian Demonchy, Noël Jeannet. Mais parce que son infrastructure est vraiment pensée, réfléchie sur ce modèle-là. Badinter voulait vraiment proposer une nouvelle manière de voir la détention. Parce qu'en fait, une prison, ça peut vraiment être varié au niveau des murs. Et quand il est venu, cet architecte, il a vraiment expliqué que la prison, pour lui, c'est une peine d'architecte. Comment on va organiser la vie d'une détention, c'est évidemment par des murs, où on les met, comment, les couloirs, est-ce qu'on en met, est-ce qu'on n'en met pas. Et du coup, c'était particulièrement intéressant de le rencontrer pour voir comment Mozac a été réfléchi, en tout cas pour le nouveau centre. Et est-ce que vous avez l'impression que cette prison qui était d'avant-garde, en fait, porte ses fruits ? Est-ce que ça fonctionne ? Alors je pense que l'expérimentation voulue par Badinter a très vite capoté en fait. En 86, ça a basculé politiquement. Et il n'y a jamais eu en fait de réflexion ou d'analyse de savoir justement s'il portait ou pas ses fruits. Donc je serais incapable de vous le dire moi-même. Je trouve évidemment que la détention ouverte est un plus et très positive, que la manière dont est organisée la détention rend les choses plus humaines, plus faciles, plus agréables, tout bêtement. Mais après, est-ce que cela a une influence sur, je sais pas, la récidive, si c'est de ça dont vous parlez ? Je ne saurais pas le dire, puisque les travaux sur cette question ne sont pas faits en fait. La moyenne de détention est à peu près de 3 à 5 ans, j'ai pas mis mes chiffres à jour, mais donc il y a des détentions beaucoup plus longues en maison centrale, mais effectivement il reste quelques années souvent à Mozac. Cette proposition d'être coordinatrice culturelle en détention, et je savais pas trop à quoi m'attendre évidemment, je connaissais pas du tout le monde de la prison, mais alors j'ai sauté dessus en me disant je veux faire ça. Et depuis 13 ans je le fais, et j'en ai toujours pas fait le tour, il y a toujours... La culture est tellement vaste et qu'on peut faire tellement de choses que j'en ai pas fait encore le tour, quoi. Vous la sentez comment cette rencontre ? Alors je la sentais déjà parce que je me suis un peu renseignée sur le personnage, hyper intéressante. Il a un parcours, il a une vie qui forcément attise ma curiosité. Et il est à la hauteur, je pense, de ce que je m'étais fait. Même voire mieux, je pense qu'il va détonner cet après-midi. Alors Jean-Pierre Brouillot, allez voir ailleurs, dans les pas d'un voyageur aveugle, au point.
J'ai toujours eu le goût de l'aventure. Et pour moi, l'aventure, bien sûr que j'ai vécu, j'étais chercheur d'or en Amazonie, j'ai vécu dans les villages itinérants des Pygmées en Afrique et tout ça. Mais l'aventure, elle n'est pas forcément là, d'autant plus que je suis aveugle. Donc le moindre pas que je fais dans une rue, ça pourrait être à Lyon que je ne connais pas, ça peut être l'aventure. Et c'est l'aventure de toute façon. L'aventure, c'est dès qu'on sort un peu de chez soi et qu'on fait un pas de côté dans l'inconnu. Et l'aventure, c'est forcément lié à l'imprévisible. Et de toute façon, la seule chose à laquelle on peut s'attendre dans cette vie, c'est l'imprévisible. Je suis là que depuis le mois de juin. Et là, vous appréciez par rapport à la maison d'arrêt de Nîmes? Ah oui, ça n'a aucune comparaison. À Nîmes, qu'est-ce qu'on voit? Béton, bitume, grille, caillebotis et grille en béton également. C'est-à-dire, quand vous êtes dans une cellule, ce que vous voyez à l'extérieur, c'est... comment vous expliquer ça? C'est 1/10 du jour. Et en plus, vous avez un auvent en tôle. Alors l'été... Il fait une chaleur à mourir. C'est aux alentours de 40-42 degrés dans la cellule. On se croit dans une EHPAD. Enfin, moi, personnellement, que j'ai l'âge, dans une maison de retraite. Ouais. Bon, c'est peut-être ironique ce que je dis, mais bon, c'est mon ressenti. Images que vous les avez dans les images de ce que vous voyez, en fait, quand que vous voyez. 15 ans, Jean-Pierre Brouillot apprend incidemment qu'il va perdre la vue. Comme pour répondre à l'angoisse de sa mère qu'il ne puisse pas avoir une vie normale, il se révolte et part sur les routes. Sexe, drogue, rock'n'roll et chemin de Katmandou, il n'aura de cesse de se prouver que la cécité n'est pas un obstacle aux découvertes et aux rencontres. Notamment en Asie, en Afrique, en Amérique latine, il nous fait véritablement voir le monde à sa façon. Jean-Pierre Brouillot revient sur ce que lui ont apporté ses voyages, notamment en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Oui. Allez voir ailleurs, qui est publié chez Point. Et en couverture, on vous voit en équilibre sur une planche avec votre fille devant et vous êtes dans une rivière, enfin sur une rivière. C'est ça. Ouais. C'est quelle rivière? Bon, alors certainement qu'elle a un nom que je serais incapable de prononcer. C'était dans la jungle au nord du Cambodge. Et on est allé vivre quelques jours dans les ethnies du nord. Et là, on était en randonnée à travers la forêt. On était à la recherche des éléphants. Et c'était très compliqué pour passer à cet endroit-là. C'était un peu dangereux, quoi. Il ne fallait pas tomber à côté du pont. Le pont qui faisait 30 cm de large. C'était une planche, en fait. Ouais. Sur un cours d'eau extrêmement tumultueux, parce qu'on était en période de pleine mousson. Et en forêt profonde, primaire. Et qu'est-ce que vous cherchez, en fait? Pourquoi vous êtes tout le temps en mouvement? Vous êtes un maniaque du mouvement? Vous savez qu'il y avait une pathologie qu'on appelait la dromopathie, je crois. À une époque, c'était considéré comme ce qu'on appelait les vagabonds pathologiques. Peut-être que c'est ça, finalement. Ou peut-être que j'ai un ver solitaire qui me démange et qui fait que je bouge toujours. En tout cas, vous n'êtes pas solitaire. Non, je suis relié à tout le monde. Domo sanmanda moto nan no arachi koto shasono nanto jito en ga ki unnun shara shiura shisusa shisuri swaja senchi gya shirie somoko. Merci. On rentre. Donc là, on rentre vraiment dans la prison, c'est la porte de la détention. On est dedans. Oui, on a une épicerie, on a des ateliers, c'est une zone assez particulière, donc c'est tout ouvert.
On ouvre le matin à 7h. Donc en période Covid, mais là, effectivement on ouvre le matin à 7h et on referme le soir à 19h30. Entre-temps, c'est eux qui gèrent l'emploi du temps. Travail, formation, école, sport, activités médicales, ils sont en autonomie. Voilà, c'est le principe de Mozac qui avait 20 ans d'avance, c'est l'autonomie. La réinsertion par l'autonomie. Donc des fleurs partout, comme vous le voyez, c'est propre et écoutez. Et Jean-Pierre, vous disiez que votre visage est une boussole. Que sent-il là ? Mais non, l'impression qui est un peu déboussolante quand on a l'idée, parce qu'en fait c'est une idée d'entrer dans une prison, c'est qu'on sent quelque chose de vaste ici et qu'on sent que les oiseaux sont là, quoi. Et c'est... En fait, si vous m'aviez assis là et vous me diriez où tu es, au niveau de la sensation, j'aurais dit je suis pas totalement dans la campagne, parce que sur le plan sensation, je sens que derrière moi il y a des murs, parce que le vent ne vient pas de ce côté-là, mais je sens que devant, là, c'est beaucoup plus vaste. Donc je pourrais être dans un village très, très intégré dans la nature. Puis il n'y a pas de son non plus agressif, il n'y a pas de... Alors Jean-Pierre Brouillot, on est rentré enfin dans la prison à Mozac, où vous venez faire une rencontre avec vos lecteurs. Ils ont passé votre canne au scanner, ouais, c'est ça, votre canne blanche. Oui. En fait, ils n'ont pas détecté toutes les histoires qu'elle a, parce qu'elle a voyagé sur les 5 continents, cette canne. Est-ce que la cécité, d'abord, est une prison pour vous ? Alors, la cécité refusée, ça a eu été une prison et un foyer de souffrance psychologique. Et un jour, béni parmi tous les autres jours, j'ai réalisé que j'étais pas aveugle, en fait. Certes, je ne voyais pas avec mes yeux, mais que le regard ne dépendait pas de ces deux petits globes oculaires et que la vision était spatiale et interne. Donc depuis ce temps-là, je n'ai pas de rejet ou de problème, si ce n'est que c'est pas des problèmes, c'est des inconforts de temps en temps. Si je fais tomber quelque chose, je mets un peu plus de temps pour le ramasser. Donc, parfois, comme dirait mon ami Alexandre Jolien, parfois c'est le bordel, mais c'est pas un problème. L'été 1974 a été très important pour moi. L'été 1974 a été très important pour moi. J'étais parti assister au Festival d'Avignon. J'étais parti assister au Festival d'Avignon. N'ayant pas de fric, je vivais dans la rue, je faisais la manche et prenais du LSD. Je faisais la manche et prenais du LSD. En quantité, je dois l'avouer. Je dois l'avouer, assez énorme. Évidemment, je suis passé complètement à côté du festival, même le mort. Mais, curieusement, alors que rien n'aurait dû m'en rester, l'acide m'a donné accès à ce que, sans doute, les mystiques appellent la grâce. Mais curieusement... Livre comme l'air sur RCF, Véronique Macari. J'implorais mes copains, notez ce que je vous dis, il faut que je m'en souvienne demain. Je savais que ce n'était pas juste une hallucination. C'était un éclair inespéré. Un baiser venu du ciel. Cette foudroyante ouverture désignait étape par étape les nocturnités de mon existence. Elle me disait en gros qu'un aveugle peut voir en dépit des apparences et que nous sommes sur terre pour convertir nos plaintes en célébration. Je crois que le texte que vous avez fort bien lu, d'ailleurs je me demande si vous ne devriez pas travailler, si vous avez envie de faire des lectures audio pour les aveugles. Je ne sais pas comment c'est faisable à l'intérieur de ce centre, mais ça m'a beaucoup touché de vous entendre tous lire ce texte, qui en plus, je pense que Véronique a dû choisir, parce que ça a été le déclic de ma vie. J'ai quitté ce jour-là le monde dans lequel je m'étais enfermé tout seul. Et j'ai surtout réalisé que je m'étais enfermé tout seul dans ce monde. Présenté autrement, qu'est-ce que je fais ? J'écris. En ce moment, je travaille sur une pièce de théâtre.
Évidemment, je suis passé complètement à côté du festival, même le off. Mais curieusement, alors que rien n'aurait dû m'en rester... Je nous remercie tous d'être ensemble. Ce que j'espère de cette rencontre, c'est une rencontre, c'est-à-dire de parler librement, quel que soit le contexte, et sans tabou. En tout cas, si quelqu'un doit être dérangé dans cet endroit, c'est moi. Donc n'hésitez pas à me questionner sous toutes les coutures. Ça me fait toujours du bien, même si des fois c'est compliqué, ça me fait toujours grandir. Donc moi, même des fois des baffles que je me prends dans la gueule dans ma vie, je me dis que ça me fait bouger et c'est très bien. Absolument n'importe où, je ne connaissais pas l'école, je me heurtais dans tous les murs, ça a été absolument terrible, terrifiant. Donc là voilà, je réalise que je suis aveugle. Et donc cette époque-là, ça induit énormément de colère. Et vous aimez le papier ? Oui, c'est la base du livre. Quelle place ça a le livre dans votre vie, à vous ? Moi, je lis très souvent. J'ai commencé très jeune. Mon père m'a un peu poussé à lire. Et ça a toujours été une de mes plus grandes passions de lire aussi bien des romans que des aventures personnelles ou des trucs comme ça. Je m'évade. Pour moi, c'est une évasion. Et qu'est-ce que vous avez envie de demander à l'auteur, par exemple, aujourd'hui ? Est-ce que vous allez lui poser une question ? Oui, je voudrais savoir qu'est-ce qui l'a poussé à tenter cette aventure. C'est une très belle aventure, puisque j'ai commencé à lire le livre. Je ne l'ai pas encore fini, malheureusement, mais je voudrais savoir quel a été le déclencheur de cette aventure, du parcours qu'il a pu avoir en tant qu'aveugle. Rien. Je suis partout. Je suis nulle part. Dominique, vous êtes connu dans la région pour votre Brière Savarin truffé et votre Palace, qui est un gîte connu internationalement. Et pourtant, vous allez en prison. Est-ce que vous apportez des truffes aux prisonniers ? Qu'est-ce que vous leur apportez ? J'essaye de leur apporter le meilleur de moi-même et mon optimisme et ma croyance dans le fait que chaque être humain, quoi qu'il ait fait, a une petite pépite à l'intérieur de lui-même et qu'il doit aller la chercher, la développer, lui laisser de l'espace et faire un chemin qui va l'aider à sortir. Et nous, on le fait autour de la lecture. Parce que la lecture, le livre est un outil extraordinaire. J'en étais convaincue avant de rencontrer ce monde de la prison que je ne connaissais pas du tout. Le livre, pour eux, c'est une évasion et pour eux, ça peut être aussi une façon d'appréhender le monde alors qu'ils sont enfermés. Et de développer des idées, d'apprendre à les exprimer. Voilà, on peut révéler beaucoup de choses à partir des lectures qu'on fait ensemble. All start singing, shouting, screaming. Ça y est, vous voyez, vous êtes toute naturelle avec moi pour marcher. Ouais, ça y est, ça va. Bonjour monsieur. Enchanté. Alors, on se serre pas la main parce que vous savez... Bien sûr. Oui, voilà. Écoutez, voilà, on se serre le cœur alors. Voilà, oui. On se rend compte comme ça. J'ai beaucoup apprécié votre livre, avec à la fois son éloge de la différence et le courage que vous avez montré. Ça, à dire vrai, dans une prison, ça prouve que il faut pas désespérer. J'ai beaucoup voyagé aussi, mais effectivement, il s'agit avant tout d'un voyage intérieur. Et donc, comment vous dire, ça réconforte des gens qui ici sont emprisonnés et qui se disent qu'après tout, il y a quand même bien pire qu'eux et qu'il ne faut pas perdre espoir. Oui.
Et, c'est très emmerdant pour parler, ces masques. Oui. Donc voilà. Vrai. Mais effectivement, qu'on soit dans un centre de détention ou qu'on soit à l'air libre, si on peut exprimer ça, on a toujours un intérieur. Et on peut tous plonger dans cet intérieur, où on peut respirer autrement. Mais je crois justement que ce que vous faites ressortir dans votre livre, c'est que à la fois vous avez réussi à vous débarrasser un peu de l'extérieur pour vivre intensément à l'intérieur. À l'intérieur. Tout à fait. Et vous, ça vous a parlé bien sûr, bien sûr. Ah oui. Oui, j'ai retrouvé des réflexions que je me faisais aussi sur cette notion de liberté intérieure, si vous voulez, même en prison. Et vous êtes lecteur, autrement ? Je suis un grand lecteur, oui. Effectivement, je lis beaucoup. J'ai senti les premiers rayons de soleil se poser sur nous. C'était le petit matin. Son corps frissonnait à peine. Elle se réveillait, heureuse, à mes côtés. Je l'étais tout autant, mais d'un bonheur coupable. Aussi jeune qu'immature, je pensais qu'elle souhaiterait s'engager avec moi. Or, j'avais un voyage à accomplir. Alors moi j'ai lu donc le livre de Jean-Pierre Brouillot et puis toutes ces aventures qu'il a vécues et dont il parle parfois avec beaucoup d'humour. Je pense que le point sur lequel on pourra le plus discuter avec les détenus, c'est le fait de se dépasser soi-même et que là le handicap de la cécité il est quand même important. Et aveugle et voyageur, c'est a priori incompatible. Et en fait, il a su se dépasser et apprendre à se dépasser. Voilà comment on fait quand on part de loin, quand on est handicapé par quelque chose, handicapé par son enfance, parce qu'on n'a pas reçu, parce que on n'a pas réussi à se structurer. Comment on fait pour aller plus loin? Comment on fait pour voyager soi-même? Je pense que ça... Enfin, moi, c'est de ça dont j'ai envie de parler avec eux. Comment on va faire pour se dépasser ? Vous ne me diriez pas que vous êtes détenu et ceci et cela, mais franchement, non. On est là entre nous. Là, je parle à l'instant T, maintenant. J'en suis actuellement à la page 170. Voilà. C'est-à-dire quand M. Jean-Pierre Brouillon quitte Katmandou et après plusieurs aléas, j'en suis là. C'est vrai qu'il se lie assez rapidement parce que là, toute la quinzaine, j'ai pas eu le temps de m'en occuper puisque, disons que j'ai pas mal d'activités. On a la chance ici d'avoir pas mal d'activités et puis ça me rappelle pendant mon temps militaire où j'ai vaqué à pas mal d'endroits également. Et je trouve que c'est un nombre plus ou moins, enfin du moins, les 170 pages sont assez haletantes parce que je me suis aperçu qu'il avait eu pas mal de péripéties pour en arriver justement en Inde et au Népal, à Katmandou. Et puis après, je me languis de lui dire la fin. Aller à Katmandou n'était-ce pas le rêve que nous avions toujours nourri. Avec Jim, nous l'avons réalisé avec une foi inébranlable. Côté vêtements et coupe de cheveux, nous nous fondions dans la foule, arborant l'allure des rares touristes qui visitaient alors Katmandou. C'était avant le temps des trekkings organisés. La capitale népalaise ressemblait plus à une grosse bourgade qu'à la ville polluée qu'elle est devenue. Allez voir ailleurs! Lors de ce passage obligé dans la culture hippie, les touristes se faisaient photographier contre quelques roupies devant les temples de Durbar Square, visant à ce que le réel corresponde à l'idée qu'ils s'en faisaient. Nous, qui avec nos visas périmés, voyagions en totale illégalité dans ce royaume himalayen, nous acceptions volontiers cette monnaie avant de replonger dans notre torpeur. Allez voir ailleurs!
les pas d'un voyageur aveugle. Livre comme l'air, l'émission littéraire en prison. Et vous avez vu des prisons aussi dans vos voyages, comme on est en... Il me semble, on vous a passé les chaînes. Des menottes avec des chaînes. Ah oui, j'ai failli croupir pendant quelques années dans les geôles de Katmandou, oui. Parce que j'ai eu une période de ma vie un peu, comment on appelle ça, un petit peu hippie, mais aussi un peu délinquante, oui. Parce que étant à l'époque extrêmement c'est une époque où j'avais pas ingéré, où j'avais pas tout à fait fait mienne la forme du corps que la vie m'avait donné, même pas du tout. Donc j'en voulais à Dieu ou à son absence, aux gens, à la génétique, enfin voilà, à mes parents, à tout le monde. Donc j'étais absolument sans gêne et je me disais de toute façon je vivrai pas longtemps et je vais profiter de tout. Donc je pillais tout ce que je pouvais piller à l'époque. Et j'ai eu la bonne idée à Katmandou, j'étais avec un copain, de voler des vêtements tibétains que les quelques rares touristes qui arrivaient à cette époque-là, c'était début 70, il y en avait très très peu. C'était surtout des va-nu-pieds comme nous qui n'avions pas de sous. Et on récupérait ces vêtements, on leur revendait 2 fois moins cher. Et un jour, on s'est fait remarquer. Et dans la rue, je me suis retrouvé avec les menottes autour des poignets. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'on a aperçu un copain dans la rue. On connaissait un peu tout le monde à l'époque à Katmandou parce que j'ai vécu plusieurs mois. Et on a hurlé au copain, cours dans notre chambre, fais n'importe quoi, casse la porte. Il ne faut surtout pas qu'ils trouvent des choses comme ça. Donc effectivement, ils sont, après interrogatoire, ils sont allés quelques heures après dans cette chambre. Ils n'ont rien trouvé qui était comme de conviction, de pièce à conviction. Et on a été relâchés, oui. Mais j'ai dormi aussi, ça m'est arrivé par exemple au Soudan ou dans d'autres endroits. Ça m'est arrivé d'aller frapper au commissariat local et de leur dire on ne sait pas où dormir cette nuit. Et ils nous laissaient, c'est incroyable, mais ils nous laissaient dormir dans le commissariat. Mais pas en prison? Non, commissariat. Je suis tout. Je suis rien. Je suis partout. Je suis nulle part. Aujourd'hui, vous êtes en colère ou pas? Encore en colère à propos de... Pas du tout, non. Je suis plutôt en joie et en humour. Et j'aimerais bien être aussi en compassion, c'est-à-dire d'être un avec les autres, tels qu'ils soient. Et c'est en cela que je suis très touché, en fait, de venir... touché, c'est un mot un peu général, mais j'ai une sensation que c'est important d'être là où on est, là maintenant, pour rencontrer les détenus. Parce qu'on leur apporte un goût du dehors. Et quand je parle de goût du dehors, c'est pas que le goût de derrière les... Il n'y a pas de mur ici, comme nous a expliqué, c'était le lieutenant tout à l'heure. Il n'y a pas de mur ici, il n'y a que des grands treillages, je suppose, si j'ai bien compris. Mais le goût du dehors, c'est peut-être le goût de plonger justement en soi, où il y a un endroit qui n'a ni dedans ni dehors. Et qui est où alors ? Il est partout, mais au départ, il faut attraper le fil de l'attention et s'apercevoir que notre attention est très réductrice et qu'on perçoit toujours les choses à travers des représentations, des idées et autres. Il faut remonter le fil de l'attention subjective, le nettoyer de plus en plus pour arriver, on dirait, vers une attention objective, pour un jour réaliser que celle-ci n'existe pas et que nous sommes un avec tout ce qui est autour de nous et que tout ce qui est autour de nous est conscience, attention, amour. Nous étions dans cet état extatique de contemplation lorsque, dans une passe très accidentée, nous avons croisé un berger. L'homme s'aperçut immédiatement de ma cécité. Malgré mes protestations, il proposa de me hisser sur son dos comme si j'avais été un ballot de paille. Je finis par me laisser faire. À grandes enjambées, il nous fit dévaler vers la vallée avec une aisance déconcertante. Il aurait pu effectuer ce trajet pourtant escarpé, les yeux fermés. Accroché à son dos comme dans un porte-bébé, je l'entendais psalmodier une mélodie traditionnelle.
Le lendemain, par un troublant hasard, j'ai rencontré des gens pratiquant la méditation. Ils m'ont expliqué que le but est de prendre conscience de qui l'on est, libérer des dépendances superflues. Pour moi, cela revenait à me détacher de mon passé. Je suis rien. Ça fait beaucoup de bien, ça fait beaucoup de bien. Oui, ben moi, si c'était pas si compliqué... Lors de ce premier périple en Afghanistan, Tintin et moi sommes montés jusqu'au lac de Band et Amir. Situé à 3200 mètres d'altitude, c'est un ensemble de 7 lacs qui se déversent les uns dans les autres. Les couleurs y sont incroyables. La baffe de ma vie, là, sur le plan rencontre, j'avais 18 ans là, en Afghanistan. Hein. Parce que pour moi, c'est pas du tout négatif, c'était le Moyen-Âge. On arrivait au Moyen-Âge. Il n'y avait pas de voiture. Tout le monde circulait avec ça s'appelait des tongas, c'est des chevaux qui étaient d'ailleurs très joliment parés avec des pompons, des clochettes, et puis il y avait des carrioles derrière. Et le boulanger, par exemple, c'était un trou par terre dans lequel il y avait un feu et il faisait le pain à même le four dans la terre. Le fait de se retrouver assis par terre pour manger avec les mains et surtout un enchantement total par la musique. J'ai eu des moments dans ma vie, enfin surtout à cette période-là, où je me suis demandé, alors je n'ai absolument aucune réponse, si les bouddhistes, avec leurs histoires de réincarnation, tout ça, ils n'avaient pas touché quelque chose, je ne sais pas. Hein. Mais vraiment, moi je me suis senti totalement chez moi. Et je ne sais pas du tout pourquoi, mais je me suis senti extrêmement bien chez moi. Et les montagnes m'ont ravi. Et l'air ? L'air, l'Afghanistan, c'est l'Asie centrale, hein, donc c'est très, très glacial l'hiver, parce que l'océan est loin, enfin les mers sont loin, et l'été, c'est absolument brûlant, c'est de la roque, c'est du rocher, quoi. Il y a très peu d'herbe, hein, c'est semi-désertique, et puis les loups, la nuit, en altitude, enfin, je garde des souvenirs. Tout à coup, j'éprouvais une rupture, une sensation indicible. Je me sentais tout autre, dilaté, en prise directe avec le nu de la vie. C'était comme si, jusque-là, j'avais vécu endormi dans un ersatz d'identité engendré par la peur, fait de représentations et de réflexes d'appropriation. Un voile s'était brutalement déchiré. Merci. Et c'est quoi un lieutenant ? Un lieutenant, c'est un officier qui encadre les personnels de surveillance, qui encadre les premiers surveillants, mais qui est aussi un chef de service, qui est porteur de projet, qui participe à la politique du établissement. Autant un personnel de surveillance doit mettre en œuvre la politique, nous, effectivement, on participe à l'élaboration. Donc, on apporte des idées et on met en œuvre. Il y a toute une partie, on est vraiment sur les deux versants, on est acteur et aussi décideur. Et vous avez donc combien d'années de métier ? Là, ça me fait 26 ans. Et vous n'êtes pas lassé, blasé ? Non, parce que c'est un métier qui est riche, c'est un métier qui est passionnant, à partir du moment où on s'y intéresse. Et est-ce qu'elle est politique, la réinsertion ? Pourquoi chaque gouvernement n'a pas la même approche ? La réinsertion, c'est pas politique. Il y a une politique dans la réinsertion, mais la réinsertion, c'est pas politique. La réinsertion, c'est une volonté, c'est des moyens, et c'est surtout une capacité de faire travailler ensemble et de rassembler les différents acteurs et l'ensemble des acteurs sur la même philosophie qui est la prévention de la récidive et éviter la récidive. D'ailleurs, quand je claque la langue, je m'aperçois qu'en écolocalisation, il y a un volume gigantesque. Je vais chercher une question et je reviens. Oui, bon. Mais vous faites référence, comme vous êtes jeune, vous avez été voyant, je crois. Donc vous avez emmagasiné quand même certaines images, certaines couleurs. Donc vous faites référence avec ces images de votre enfance ? Je suis rien. Je suis partout. Alors les couleurs, je les ai totalement mémorisées. Après, c'est moi qui dis ça. Donc c'est-à-dire que si j'étais confronté aujourd'hui aux couleurs, aussi bien je me planterais complètement. Mais moi, dans ma tête, je pense vraiment me souvenir des couleurs. Et à tel point que je les aime beaucoup, je les chéris. Et il n'y a pas un jour où je ne les convoque pas. Je dis, hey, rouge, là, t'es pas là. Bleu, t'es pas par là.
et j'essaye de les voir intérieurement. Mais je vous dis encore une fois, si ça se trouve, la confrontation avec les couleurs serait peut-être un peu différente. J'avais une question par rapport à ce que vous avez écrit sur la 4e de couverture. Je vais vous citer. Vous dites « Un homme, quand il est enfin en paix avec lui-même, a, même s'il est aveugle, un regard d'aigle. » Qu'est-ce que vous entendez par regard d'aigle ? Voilà, un regard d'aigle. Alors, ce regard d'aigle advient, n'est-ce pas, chez l'être humain, quand on trouve l'endroit, le recul, le témoin neutre en nous devant toutes les situations favorables dites favorables et dites défavorables. C'est un peu comme un aigle qui est en altitude et en dessous de lui, il y a toutes sortes de paysages. Quand on arrive à regarder la vie avec les événements, quels qu'ils soient, comme des choses appartenant au monde de l'éphémère et qui passent, et ne pas être emporté à chaque fois par ces nouveaux événements, que ce soit un décès ou que ce soit un apport d'argent qui nous transporte ou un décès qui nous met complètement par terre, mais rester tranquille au sein de ça, ce qui ne veut pas dire pas avoir de compassion, loin s'en faut, parce que cette tranquillité-là, elle a une qualité justement qui est l'empathie. Donc le regard d'aigle, c'est une image pour parler de cela. Ouais. J'ai comparé votre livre à un éloge de la différence, en référence à Bachelard. Mais en fait, c'est plutôt un éloge du partage, votre livre. Ah ben écoutez, vos paroles sont les bonnes, hein. Moi je ne sais pas quoi dire. C'est vous qui le ressentez comme tel. Oui, et bien à ce propos, qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous ? La différence ou faire partager la différence aux autres ? Alors en tout cas, moi je ne veux pas faire partager quelque chose qui n'est pas entendu. Je ne suis pas un tyran et je n'ai pas envie d'expliquer à l'autre qui n'entend pas, qui n'a pas compris. Donc c'est pas compliqué. Je ne veux pas expliquer des choses qui ne sont pas... Je trouve que c'est de l'imposture et de l'immaturité que de vouloir faire rentrer quelque chose chez quelqu'un quand il n'est pas prêt. Alors, je suis Catherine, j'interviens à la prison de Mozac dans le cadre de Lire pour en sortir. Et c'est une initiative de rencontre avec les détenus qui, au préalable, choisissent un livre dans un catalogue fait par LPES où il y a énormément de choix. Et ils reçoivent le livre et après, nous, on vient passer 1 heure avec eux, individuellement, pour parler du livre. Ça, c'est un prétexte, parler du livre. En fait, ils vous parlent d'autre chose. Et vous parlez d'autre chose. Est-ce que vous parlez cuisine ? Cuisine, pourquoi pas, éventuellement. Cuisine, jardinage, famille, expérience de vie. Nous étions leurs hôtes. Je découvrais l'hospitalité, le goût de l'autre, ce que les voyages ultérieurs m'apprirent, une manière d'être au monde, de prendre ou de donner sans calcul. Être dans une écoute active, échanger. J'ai envie de dire échanger, tout simplement. Avoir le plaisir d'être visité par votre voix, là, maintenant. Ce que je ressens de vous, là, dans l'instant, c'est pas... Je sais rien de vous. Vous rentrez dans moi quand vous parlez, et au moment où vous êtes dans moi, je suis plus là. En fait, je sais pas comment traduire ça par des mots, c'est très compliqué. Mais en fait, sans arrêt, on est des vases communicants. Et si on ne fait pas barrière
à l'autre, que ce soit une personne, un animal avec lequel on est en contact, une sensation de vent sur sa peau ou autre. On est sans arrêt visité par des choses nouvelles et on meurt sans arrêt à notre propre passé pour être sans arrêt régénéré. L'instant présent nous régénère sans arrêt sous la forme de l'autre, à travers des sensations, des émotions. Et c'est comme ça qu'on n'est plus étranger à soi. Monsieur ? Je voudrais savoir, je voudrais vous dire que votre livre, j'ai eu un grand plaisir à le lire. Et ce qui me reste principalement de cette lecture, c'est que vous parlez très 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 souvent des odeurs et des senteurs. Il y en a qui vous manquent, des odeurs ? Oh non. Là, vous avez si j'ai bien compris, vous avez des grands espaces. Hein. Oui. Donc, certainement que quelques-uns d'entre vous travaillent dans les jardins. Vous pouvez vous balader librement dans les jardins, même si vous ne travaillez pas dedans ? Oui. Ou dans les champs Oui. D'accord. Il y a un grand terrain, effectivement, un terrain de foot, et on marche autour sur une piste, on marche sur la pelouse. D'accord. Et on profite du paysage, on a des arbres magnifiques, on a un décor franchement... C'est quoi les arbres majoritaires ici, vous sauriez dire ? Alors la bonne question, parce que je cherche à savoir quels sont les arbres. On me dit que c'était des platanes, mais j'en suis pas sûr. Oui, c'est vrai que... Ah oui, c'est magnifique. Ça veut dire que l'été, vous pouvez être un peu à l'ombre des arbres. Vous avez les cigales aussi pendant qu'on écoute. Vous avez les cigales. Ah, c'était magnifique cet été. En Dordogne, elles nous ont trahis. Moi, je pensais que c'était nous, en Provence, que c'était une exclusivité. Pas du tout. Ah bon. Livre comme l'air sur RCF, le conseil lecture. Et vous lisez ? Ouais, je lis, ouais. Surtout des livres d'aventure. Comme quoi ? J'ai lu avec l'association Lire pour en sortir, là. Wild, de Cheryl Strayed. C'est une femme qui parcourt... a fait un voyage en solitaire pour se retrouver un peu. Là, j'ai commencé Nature sauvage. Ouais, je lis beaucoup de livres comme ça, un peu, où les gens s'aventurent, se promènent et tout ça. Vous faites des balades par procuration, Ouais, peut-être ? c'est ça, ouais. C'est comme ça qu'on s'évade un peu, permet de voir autre chose. Enfin, ouais. Façon de parler, quoi. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Ouais, t'es vrai. Un conseil lecture pour nos auditeurs ? Oui. Ah oui, c'est bien ça. Je viens de relire Albert Jacquard et j'ai relu aussi Hubert Reeves dernièrement. Vous êtes un scientifique ? J'ai une formation scientifique, une petite formation scientifique, oui. En ce moment, je suis en train de lire Le bruit et la fureur. J'essaye de retourner sur des classiques. Pourquoi ? Parce que je pense qu'avec les supports justement Internet, on est en train de tout détruire. On est en train de détruire la bibliothèque qu'on a, l'histoire. Voilà, revenir à un support papier, je pense que c'est la source. Et moi je dessine, donc il y a un rapport au papier qui est important, quoi. Et comme je fais aussi dans le numérique, j'ai une tablette numérique, etc. Voilà, je pense que le support papier, on est en train de le perdre, le fait d'écrire, l'écriture, la calligraphie, etc. Je pense que c'est essentiel, quoi. Et votre métier, c'est quoi ? Mon métier, c'est contrôleur, ce qui n'a absolument rien à voir. Et sociologue aussi. Et assistante sociale, et un peu policier, mais j'aime pas trop le terme, et c'est déjà pas mal. Ok, super. Et je regarde la société. Bonne journée à vous. J'ai pas eu encore le temps de lire. Tellement vous êtes occupé. Oui, je lis beaucoup. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment ? En ce moment, je lis Téméraire. Puis j'ai lu un livre égyptien avec Lire pour en sortir. Quelle a été l'influence au bout du compte de Joseph Kessel dans vos premières lectures ? Les Cavaliers, par exemple. J'ai lu beaucoup de bouquins de Kessel. Page 110. Mais je veux dire, je me suis nourri de Kessel, de Sandrin. Et après, dans ma période extrêmement rebelle, donc, page 237. Et un peu extrêmement marginale, pendant quelques années, je me suis évidemment nourri de la Beat Generation.
J'ai énormément lu les auteurs américains Page 101. qui étaient sur les routes. Mais Kessel, un grand bonhomme. D'ailleurs, vous savez qu'ils viennent sortir à la Pléiade. Page 110. Ils ont sorti une Pléiade de Kessel. Ouais. Sinuhé l'Égyptien. C'est super. Et il y a Romain Gary dans le catalogue aussi, que j'aime beaucoup, beaucoup, évidemment. La vie devant soi. Pour un aveugle, se déplacer seul dans une ville orientale, entre les plaques d'égout manquantes et les esquisses de trottoirs cabossés, c'est un cauchemar. Des rues où l'on mendie et l'on cuisine à même le sol. Des rues où le rafistolage tient lieu de loi. On y naît, on y dort, on y meurt même dans un brouhaha incommensurable. Tout y est si lié que l'ouïe et l'olfactif ne parviennent plus à rien distinguer dans ce vacarme, pourtant si joliment humain. Autant de pièges pour le non-voyant. Pour beaucoup, aveugle, c'est un handicap, avec toute la charge que peut comporter ce mot de handicap, de fatalité, de douleur, un mot qui est très chargé. Et à travers votre vie, qui a été très tumultueuse, de très jeune, adolescent, jeune homme, vous avez réussi, à travers toutes vos expériences, à en faire, au bout du compte, une simple particularité quand on vous voit. Comme d'avoir les yeux bleus, comme d'avoir les cheveux blonds, comme d'être grand ou petit. C'est pour vous, quand on vous voit vivre, quand on vous voit vivre à travers les films, c'est une simple particularité aveugle. Pour le reste, vous avez expérimenté tous les champs possibles de voyage, de rencontres, de curiosité à travers votre vie. Et vous, au bout du compte, vous êtes une formidable leçon d'optimisme. C'est vrai que de par votre vie, de par la vie que vous avez menée, vous ne correspondez pas au stéréotype de l'aveugle, hein, pardon de vous dire ça brutalement, parce que vous êtes un iconoclaste finalement. Moi, c'est comme ça que je vous vois. Oui, moi j'ai une question, je voudrais savoir, vous avez parlé tout à l'heure de ce moment quand vous étiez très jeune où vous étiez très révolté et vous ne vouliez pas négocier, quand vous rencontriez les gens, vous ne vouliez pas négocier le fait que vous étiez aveugle. Qu'est-ce qui vous a apaisé ? Ce qui a été lu tout à l'heure dans le livre, cette révélation que j'ai eu 18 ans, que je n'étais pas celui que je croyais être. Et celui pour qui je me prenais, en fait, c'était toute une immense chaîne de réactivité, en fait. Et cette chaîne-là, à un moment donné, elle a rompu sa digue, et j'ai pu être dans l'instant présent complètement et voir qui j'étais. Je ne vous dis pas qu'après, elle n'est pas revenue, hein, mais après, c'est le travail d'une vie pour désamorcer et pas se prendre au sérieux quand on croit qu'on a bobo, ou quand on croit qu'on est ceci ou qu'on est cela. C'est le travail d'une vie, la transformation. On n'est jamais au bout. Hein. En tout cas, c'était comme ça que m'avait surpris sur le bord de la route. Et surtout, quelle odeur! Il empêchait le patchouli. Comment vous écriviez Est-ce que c'était pendant les voyages, comme un carnet de route, ou quand vous rentrez à la maison? À quel moment vous écrivez? Alors, à grande période, j'ai voyagé pendant très longtemps, sans appareil photo. J'étais tout à fait contre toute saisie de l'instant. Donc, on n'avait rien, c'est simple. Et puis, je ne pouvais pas prendre de notes parce qu'écrire en braille, c'est bien sympathique, mais il faut trimballer du matériel qui n'est pas très conséquent. Mais par contre, c'est très volumineux. Par exemple, mon dernier bouquin, là, qui fait 400 pages, Voyage du coq à l'âme, on me l'a envoyé, le centre d'écriture de transcription braille qui est à Toulouse, me l'a envoyé en braille, me l'a offert. Ce truc, il est haut comme ça, quoi. Et large comme ça, et long comme ça. Donc vous imaginez, ça c'est un livre, quoi. Bon, voilà, donc on ne trimballe pas ça dans son sac à dos. Qui veut dire, si j'avais pris des notes à l'époque, ça aurait pris trop de volume. Après, depuis que l'informatique a débarqué, pour moi, 95, les smartphones et tout ça, je peux prendre plein de notes, envoyer des mails et les récupérer après. Et je prends en général des notes de sensation, ou une réflexion, un échange avec quelqu'un qui me marque. Je vais me prendre une note et puis je l'envoie par mail. Et quand je suis chez moi, je fouille dans tous mes mails et après je range tout ça. Et j'écris à partir de là.
Et comment? Vous écrivez d'une traite ou... Non, enfin... Alors ça dépend quoi. Si c'est de la poésie, parce que j'écris aussi de la poésie, ce sont des spontanéités revisitées après. Après, si c'est narratif, non, mais en fait, il y a toujours un autre travail derrière. Faut pas exagérer. Il y a toujours beaucoup de boulot derrière. Des mots paradoxaux me vinrent. D'accord. Donc cette question, c'est, vu la technologie moderne actuelle et tout, c'est un jour on vous proposait d'avoir la vue. Accepteriez-vous ou préfériez-vous rester? Je me doutais de votre réponse. Ça dépend de ce qu'on lui mettra devant la vue. Je comprends très bien ce qu'il veut dire par là, vu qu'en réalité il a son monde à lui, et je pense que vu tout ce qu'il a pu ressentir, et moi je dirais voir dans son esprit, avec son ressenti, sa sensibilité, je pense que effectivement le fait de proposer à un aveugle ou même à un sourd des fois de revoir ou d'entendre, ça risquerait de le choquer, enfin de pas se sentir exactement à sa place. Où il n'y a pas à discuter, c'est pas ma réponse à moi, c'est la réponse de la science et de l'expérience en fait. Si je retrouvais la vue aujourd'hui, ben vous savez que ça serait un bazar inimaginable. Parce qu'en fait, l'aire cérébrale de vision, qui s'appelle l'aire Broca, chez moi est complètement, comment on dit ça, ouais, enfin, vous avez dit quoi, hypertrophié, ouais, c'est ça. Ouais, n'existe plus. Ce qui veut dire que si on me redonnait la vue dans les yeux, je comprendrais rien du tout. Parce que mon cerveau serait complètement paumé. Et il y a eu déjà des gens qui ont recouvert la vue après des années, et ils n'arrivaient pas, alors ça va paraître con, hein. Vous regardez ça, là, vous regardez la chaise et vous voyez le carrelage, vos yeux le voient, et votre cerveau... Mais en fait, pourquoi vous comprenez là il y a une chaise et là il y a du carrelage, si toutefois c'est du carrelage, ça a l'air, hein, je crois, c'est parce que votre cerveau, il fait il fait toutes les mises au point, il fait un travail absolument colossal, et le cerveau d'un aveugle de longue durée, quelques mois ça irait, ne fait plus du tout ce boulot. Donc probablement que je me retrouverai avec il n'y aurait pas de limite possible, je ne saurais pas que le dossier de la chaise commence là. Enfin, c'est vachement compliqué. J'ai lu un truc là-dessus, ça fait frémir. Hein. Voilà, ce n'est pas que les yeux qui voient. Qu'est-ce qui vous anime? Être avec ma famille. Et ouais, c'est ça, être avec ma famille, quoi. Mes enfants. Voilà, ça va faire 1 an que je les ai pas vus. J'ai pas de nouvelles. Ouais, moi, ils sont à 4 heures de route. Donc, du coup, bon, c'est pas beaucoup, mais ça fait de la route quand même. C'est la sortie qui nous fait tenir. De ressortir un jour, hein. C'est pas encore, hein, mais bon. Après, là, je suis venu parce que lui et ma mère, elle l'a déjà interviewé aussi. Ah oui? Ouais. Du coup aussi, j'y pensais tout à l'heure de vous voir. Ça me fait... j'ai jamais vu travailler en fait, quand elle faisait ça. Du coup, ça m'a fait penser un peu à elle, de voir qu'est-ce qu'elle pouvait faire quand elle allait au travail, interviewer les gens et... Ouais, je la vois demain, là. Ah, cool. Ouais. Et est-ce que vous avez l'impression que ça les fait avancer sur eux-mêmes? Alors moi, j'ai eu un exemple frappant de quelqu'un qui n'avait jamais lu, qui est venu parce qu'il il a un passé qui est extrêmement lourd et il me l'a livré tout de suite. Parce qu'il voulait que je sache à qui j'avais affaire. Et puis il voulait savoir aussi si j'en avais peur ou pas. Et je me suis battue pour lui, battue pour rester avec lui. Et on a commencé à lire des tout petits morceaux. Et lui
Parce qu'on avait passé un deal ensemble et qu'il a voulu le respecter et qu'il a voulu me montrer qu'il était capable de quelque chose. Il a lu le livre en entier, il a rempli la fiche de lecture et de son écriture maladroite avec toutes les fautes d'orthographe. Il a réussi à me rendre quelque chose et il en était fier. Et être fier de soi quand on est en prison, c'est quand même un grand pas en avant, hein. C'est le début de quelque chose, d'une découverte de lui-même. Et vous avez fait comment pour vous surpasser? Alors moi j'ai beaucoup reçu, j'ai été très gâtée par l'existence, hein. Je viens d'une famille nombreuse, on a été très aimés, on a beaucoup reçu, j'ai des relations familiales qui m'ont structurée. Et la plupart des gens que je rencontre aujourd'hui n'ont pas reçu ça. Ils ont été dès le départ malmenés, je vous passe les détails, sordides, et moi je me dépasse. Moi j'essaie, je suis très optimiste dans la vie en général, malgré tout ce qui se passe en ce moment, voilà. Il y a plein de choses à faire, et parfois des petites choses. Livre comme l'air, avec l'association Lire pour en sortir et le soutien de la Fondation Groupe ADP. Jean-Pierre Brouillot, allez voir ailleurs, dans les pas d'un voyageur aveugle, au point. Nous quittons la prison de Mozac avec Sabine Schneider-Manoury, Justine Baraquin, Dominique et Catherine de Lire pour en sortir. François Reille, du GEC Compagnonnage Théâtre. Merci aux lecteurs détenus de la prison de Mozac. Merci à Fred, l'officier, à Juliette Durtet, responsable culturelle du SPIP, à la directrice du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et merci au contrôleur du train. Livre comme l'air, réalisation Véronique Macari, mixage Philippe Faure. Yogira Raja Papa Buddha